Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Moi, je pense que c'est l'œuf. Moi, non, je pense que c'est la poule. Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Et maintenant, on retrouve en direct dans notre studio Nadia et Stéphanie pour leur chronique mathématique. Et on va commencer par donner la réponse à l'énigme d'il y a 2 semaines. Exactement. Donc, on va la rappeler premièrement. Donc, une femme se trouvait au pôle sud, devait marcher 1 kilomètre vers le nord, 1 kilomètre vers l'est et 1 kilomètre vers le sud. Et on voulait savoir à quelle distance de son point de départ elle allait se retrouver. Donc, pour se déplacer sur la sphère, on parle de latitude et de longitude. Donc, dans notre histoire, comme la femme parcourt en tout 1 kilomètre vers le nord et 1 kilomètre vers le sud, elle doit revenir à un point qui est sur la même latitude que son point de départ. Donc, comme au pôle, il n'y a qu'un seul point à cette latitude-là, elle est forcément revenue à son point de départ. Donc voilà pour l'énigme de la semaine dernière. Pour cette semaine, le sujet de notre chronique de ce soir se trouve au point de rencontre des mathématiques, de l'informatique et pourquoi pas de la neuroscience. Donc fin janvier, la une de Nature annonçait qu'un algorithme nommé AlphaGo, élaboré par une équipe de Google, avait battu FunWee, le champion européen du jeu de Go. Une nouvelle qui a été largement reprise par les grands médias comme Le Devoir, Le Monde ou encore Radio-Canada. Donc l'événement se serait passé en octobre dernier et on s'est demandé cette semaine ce qu'était le jeu de Go et en quoi cet événement était impressionnant. Donc, en bref, le jeu de Go, c'est un jeu de stratégie qui oppose 2 joueurs. Donc, un des joueurs possède des pierres blanches et l'autre des pierres noires qui vont déposer aux intersections d'une grille quadrillée qui est de dimension 19 par 19. Donc, si une pierre blanche se retrouve entourée de pierres noires, la pierre va devenir noire. Et donc, le but du jeu, c'est de couvrir le plus d'espace possible en faisant ce genre de manœuvre et surtout en bloquant l'adversaire. Donc, si on compare le jeu de Go aux échecs, on trouve que les règles du Go sont somme toute assez simples. Donc, mais malgré tout, ça fait presque 20 ans déjà que le logiciel Deep Blue de IBM a battu Garry Kasparov, le champion du monde d'échecs. Donc, pourquoi le Go a résisté aussi longtemps? Donc, malgré ces règles simples, le nombre de parties possibles de Go est de 10 exposant 761. Donc, c'est 1 suivi de 761 0. C'est vraiment énorme. En revanche, aux échecs, le nombre de parties possibles est de 10 exposant 120. À titre de comparaison, dans l'univers, dans l'univers observable, en fait, on trouverait à peu près 10 exposant 80 atomes. Donc, c'est pas surprenant que le nombre de parties de Go dépasse largement les capacités de calcul des ordinateurs et qu'on puisse pas évaluer toutes les parties possibles pour déterminer la stratégie gagnante. Aussi, le jeu de Go est vraiment plus intuitif que les échecs et demande donc plus de créativité. Ça va être plus dur à ce moment-là de juger de la valeur d'un coup, particulièrement pour un joueur qui serait pas un humain. Donc, cette victoire-là, c'est un événement marquant dans le domaine de l'intelligence artificielle, en partie parce qu'elle arrive environ 10 ans plus tôt que prévu. Donc, avant cette percée, les autres logiciels qui étaient créés aux mêmes fins dépassaient même pas le niveau d'un joueur amateur très moyen. Donc, on s'est demandé, donc pour comprendre comment cet exploit-là a été rendu possible, on s'est dit qu'on allait résumer les grands paradigmes qui ont formé le champ d'étude de l'intelligence artificielle. Donc, un domaine dont le but, c'est de développer des méthodes pour simuler l'intelligence humaine. Donc, à l'origine, l'intelligence artificielle était plutôt calquée sur la logique. L'approche utilisée était de faire comprendre à un ordinateur les règles de déduction et certains axiomes, puis de vérifier si un énoncé était vrai ou non en fonction des hypothèses. La machine agissait un peu comme un réseau d'interrupteurs qui serait allumé ou éteint selon la véracité d'une partie de l'énoncé. Par exemple, si on avait un énoncé de la forme « si, hypothèse, alors conclusion », on allumerait un interrupteur si l'hypothèse était vérifiée et le courant pourrait passer, ce qui annoncerait la validité de la conclusion. Donc, cette façon-là de faire a permis des avancées. Par exemple, on peut vérifier l'exactitude de démonstration de théorèmes mathématiques, mais elle représente peu l'intelligence humaine parce qu'elle ne fait pas intervenir la perception. C'était d'ailleurs un enjeu dans le problème de jeu de Go parce que il est reconnu pour être intuitif. Donc, c'est là que vont intervenir des simulations statistiques qui permettent à l'ordinateur d'évaluer la valeur d'un coup à l'aide des méthodes qu'on appelle de Monte-Carlo. Donc, comment ça se passe? C'est que l'ordinateur joue virtuellement un coup, puis va simuler aléatoirement un grand nombre de parties possibles suite à ce coup-là. Donc, après, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule le ratio des victoires obtenues sur le total des parties simulées. Puis, en faisant ce processus-là pour chacun des coups possibles, il va pouvoir déterminer lequel est le meilleur. Encore là, on pourrait raffiner cette méthode en choisissant les bonnes parties à simuler.
simuler. Donc, pour ça, on apprend à l'ordinateur à jouer au Go en commençant par lui montrer des parties de professionnels. Mais on aimerait que l'ordinateur soit capable d'analyser ces parties-là. Donc, ce qui va permettre ça, c'est un réseau de neurones qu'on va lui implanter. Donc, par neurones, on entend des cellules qui réalisent des calculs très simples. Il y a un nouveau courant en intelligence artificielle qu'on appelle l'apprentissage profond qui s'intéresse à un réseau de neurones qui serait composé de plusieurs couches. Donc, les neurones d'une couche vont réaliser un calcul très simple, puis à la couche suivante, les cellules vont utiliser ces informations-là pour résoudre un calcul plus compliqué. Donc, par exemple, si on demande à un ordinateur de reconnaître une image, la première couche pourrait calculer à l'aide de la différence de coloration entre les pixels pour identifier une ligne, alors que la deuxième couche pourrait calculer un angle à partir de l'information recueillie dans la première couche. Donc, si dans l'intelligence artificielle, jusqu'ici, on utilisait 2 ou 3 couches, l'apprentissage profond peut faire appel à des dizaines, voire des centaines de couches. Donc, pour réussir à battre un joueur professionnel de Go, on a dû combiner les techniques issues des méthodes de Monte-Carlo et de l'apprentissage profond. Par contre, il reste un grand défi. En mars prochain, AlphaGo va affronter Lee Sedol, qui est un joueur sud-coréen considéré comme le meilleur joueur mondial. Donc, c'est à suivre. Merci Stéphanie, merci Nadia. Est-ce qu'on termine quand même avec une petite énigme? Oui, bien sûr. Donc, si vous choisissez au hasard une réponse à cette question, quelle est la probabilité qu'elle soit juste? Est-ce que c'est A, 50%, B, 25%, C, 60% ou D, 25%? La réponse dans 2 semaines. Ouais.